Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de grammaire où nous allons nous intéresser à une leçon grammaticale d'une extrême importance intitulée Classe et fonction grammaticale des mots. Mais avant quoi que ce soit, je ne trouve aucun mal de s'interroger à propos du titre. Alors, que signifie classe ou nature des mots et que signifie fonction grammaticale des mots? Alors la nature, c'est ce qu'est une chose ou une personne, c'est-à-dire son identité. Sa fonction, c'est ce que à quoi elle sert, autrement dit, son rôle. Je vais commencer à concrétiser ce que je viens de dire à travers ce premier exemple. Alors, ceci est une voiture, c'est sa nature. Ici, c'est une voiture de tourisme, mais on peut changer son rôle, il restera quand même une voiture. La voilà en voiture de police, juste en bas en ambulance ou encore en voiture de course. Sa nature n'a pas changé, c'est sa fonction, ce à quoi elle sert qui a changé. C'est exactement la même chose pour les mots ou les groupes de mots de la langue française. Leur nature ou classe ou identité ne change pas, c'est leur fonction qui change. Nous allons concrétiser davantage ce que je viens de dire à travers le deuxième exemple. Alors, regardez. Alors, voici Ryan. Ryan est un garçon. Ça, c'est sa nature. Toute sa vie, Ryan sera un garçon et s'appellera Ryan. Par contre, au cours de sa vie, Ryan aura différentes fonctions, c'est-à-dire différents rôles. Ce sera tout d'abord un bébé, puis il deviendra collégien, lycéen, peut-être étudiant, et au cours de sa vie, il pourra exercer différents métiers. Il pourra être avocat, il pourra être professeur, astronaute ou médecin. Tout ça, ce sont ses fonctions et elles peuvent changer. Alors en grammaire, c'est pareil. Donc nous allons calquer ce que nous venons d'expliquer à l'échelle grammaticale. Alors regardez. Par exemple, le mot guerrier. Sa nature, c'est d'être un nom commun. Ce nom commun peut avoir différentes fonctions dans une phrase. Comment? Alors observez l'exemple numéro 1. Ce guerrier a gagné le combat. Dans cette phrase, le mot guerrier sera le sujet puisque je vais demander qui est ce qui a gagné le combat. C'est ce guerrier. Maintenant, si je prends la phrase de l'exemple numéro 2, nous avons rencontré ce guerrier. Je vais poser la question, nous avons rencontré qui? Ce guerrier. Dans ce cas-là, le nom guerrier sera le COD. Vous avez déjà commencé à remarquer que le groupe nominal et minimal ce guerrier, quand il a changé d'emplacement dans la phrase, sa fonction grammaticale a changé. Et c'est normal. Ainsi, en fonction de la phrase, plutôt en fonction de la place qu'occupe un mot dans une phrase, il peut avoir différentes fonctions. Les fonctions grammaticales que vous connaissez déjà, on peut citer la fonction sujet, COD, COI, COS, CCL, CCM, CCB et ainsi de suite.
Prenons un autre exemple. Alors, le mot Grèce, la Grèce, sa nature, c'est d'être un nom propre. Nous l'avons utilisé dans un groupe nominal enrichi, comme vous voyez, par l'adjectif épithète, antique. Donc, c'est un groupe nominal enrichi par l'adjectif épithète, métaphoriquement parlant, la V1, la vitamine V1, la Grèce antique. Alors, ce nom propre peut avoir différentes fonctions dans une phrase, selon son emplacement. C'est ce que nous allons voir sur le champ. Alors, regardez l'exemple numéro 3. La Grèce antique a engendré toutes les sciences actuelles. Dans cette phrase, le groupe nominal la Grèce antique est le sujet de la phrase, puisque je vais demander qu'est-ce qui a engendré toutes les sciences. Eh bien, c'est la Grèce antique, donc c'est le sujet de la phrase. Je peux continuer l'analyse grammaticale en se demandant quelle est la fonction grammaticale du groupe de mots toutes les sciences actuelles. Je n'ai qu'à poser la question. La Grèce antique a engendré quoi? Toutes les sciences actuelles. Et nous savons quand nous posons la question quoi après le verbe, nous cherchons un complément d'objet direct. Donc, toutes les sciences et les compléments d'objet direct de la phrase. Mais nous allons nous intéresser surtout à ce groupe nominal qui est la Grèce antique. Alors, regardons la phrase suivante. La Grèce antique, toujours, le groupe nominal la Grèce antique. Alors, l'exemple numéro 3. Le théâtre est né en Grèce antique. Donc, le théâtre, c'est le sujet de la phrase. Je vais chercher la fonction grammaticale de ce groupe nominal, le même, dans cette phrase. Je vais poser la question. Le théâtre est né où? En Grèce antique. Et nous savons, quand nous posons la question où après le verbe, nous cherchons un complément circonstanciel de lieu. Donc, vous avez vu que selon l'emplacement qu'occupe un mot, un groupe de mots dans la phrase, la fonction grammaticale ou sa fonction grammaticale va changer. C'est exactement le cas du groupe nominal, ce guerrier, et du deuxième groupe nominal que nous avons enrichi sur le champ, la Grèce antique. Récapitulons. Donc, nous déduisons qu'en grammaire, un mot a toujours une nature, une identité, une classe grammaticale qui ne change pas. Cette nature, on la trouve bien évidemment dans le dictionnaire. Elle est précisée à l'aide d'une abréviation comme adj pour désigner l'adjectif, petit n pour le nom, petit v pour le verbe, adv pour l'adverbe, et ainsi de suite. Cette nature, elle ne changera jamais. Et nous avons vu le cas du groupe nominal, le nom commun guerrier est resté nom commun, donc c'est sa fonction qui a changé quand il a changé d'emplacement, ainsi que le groupe nominal maximal enrichi par l'épithète, un adjectif épithète qui est la Grèce antique. Donc la Grèce était un nom propre et restait un nom propre, c'était sa fonction grammaticale qui a changé quand il a changé d'emplacement. Je continue la récapitulation. En revanche, ces mots peuvent avoir des fonctions différentes en fonction de leur emplacement dans la phrase. C'est ce que je viens de dire. Ils peuvent être sujet de la phrase, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément d'objet second, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de manière, de lieu, de but, etc. Il faut savoir qu'en grammaire française, il existe 9 classes grammaticales de mots. 4 classes grammaticales de mots invariables, qui dit invariable ne change jamais d'orthographe, et 5 classes grammaticales de mots variables.
La variabilité varie en fonction du genre, du nombre et de la personne. Alors, les 4 classes de mots invariables sont les suivantes. On va citer la classe grammaticale des prépositions, telles que à accent de, pour, chez, avec, sans, etc. La classe grammaticale des conjonctions de coordination et de subordination. De coordination, ils sont au nombre de 7. Nous devons les apprendre par cœur, mais où est encore Nicard? Regardez quelques exemples de conjonctions de subordination que vous allez étudier prochainement, comme afin que, dès que, quoique, quand, lorsque, etc. La classe grammaticale des adverbes. Regardez quelques exemples, là, ici, hier, bientôt, sérieusement, subrepticement, et ainsi de suite. Et la classe grammaticale des interjections, y compris les onomatopées. Ça veut dire ceux qui imitent des sons, comme a, et, o, ouf, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons citer les 5 classes grammaticales de mots variables. Leur variabilité dépend du genre, du nombre et de la personne. Ça veut dire qu'ils changent d'orthographe en fonction du genre, du nombre et de la personne. Bien, donc nous allons les citer. La classe grammaticale des verbes. J'ai cité quelques verbes, être, paraître, avoir l'air, devenir, tergiverser, réfléchir, et ainsi de suite. Donc là, il y a les verbes d'état, les verbes d'action, et ainsi de suite. La classe grammaticale des pronoms. Et nous savons que dans la classe grammaticale des pronoms, il y a plusieurs catégories, les pronoms personnels, sujet, complément, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs, et ainsi de suite. Les déterminants. Et la grande classe des déterminants, nous savons qu'ils se subdivisent en 2 sous-classes, la sous-classe des articles et la sous-classe des adjectifs non qualificatifs. La classe grammaticale des adjectifs qui sert par excellence à la description. Là, j'ai cité quelques exemples, sérieux, modeste, mégalomane. Et regardez la personne qui est mégalomane. Je sais que vous avez déjà compris à travers l'image que j'ai pu mettre à côté des adjectifs. Et la classe grammaticale des noms. Donc les noms, nous savons que cette classe grammaticale est très riche par ses membres, vu qu'elle a une mission terrible dans la grammaire française, une mission vraiment très importante, vu qu'il désigne tout ce qui existe, les objets, les humains, les animaux, même les entités qu'on ne peut pas toucher, qui sont abstraites, telles que les sentiments, d'accord? Bien. Alors, après avoir détaillé, analysé les classes grammaticales existantes dans la grammaire française, nous allons se consacrer aux fonctions grammaticales. Alors, a priori, il existe 3 types de fonctions grammaticales. La fonction nom, qui est autour du nom. La deuxième, est appelée essentielle, c'est autour du verbe. Et la troisième est appelée circonstancielle, on l'appelle aussi de phrase. Alors, nous allons commencer à détailler chaque fonction. Nous allons commencer par la fonction nom. Alors, sachez qu'il existe 4 fonctions autour du nom. C'est ce que nous appelons directement les expansions d'un nom noyau du groupe nominal, Métaphoriquement parlant, les vitamines par lesquelles on enrichit un nom noyau d'un groupe nominal, ou ce qu'on appelle les expansions, comme je viens de dire. Nous savons qu'il existe 4 expansions ou 4 fonctions autour du nom.
La première, c'est l'épithète. Métaphoriquement parlant, la V1, la vitamine V1. Je les ai appelées, métaphoriquement parlant, des vitamines. Bien sûr, ce sont des vitamines grammaticales, hein, parce qu'ils enrichissent les non-noyaux, d'accord, des groupes nominaux. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle je les ai nommés comme ça, métaphoriquement parlant. Donc, regardez l'exemple. Nous avons étudié une pièce théâtrale. Donc, ça se voit théâtral. C'est l'adjectif épithète par lequel on a enrichi le non-noyau pièce. Et ça donne une indication, des précisions sur le non-noyau. C'est la raison pour laquelle nous les nommons des expansions, hein, parce qu'ils précisent, hein, ils indiquent. Hein. Bien entendu, ils ajoutent des précisions sur le non-noyau du groupe nominal. Deuxième fonction autour du nom, c'est le complément du nom. Alors, le complément du nom, métaphoriquement parlant, la vitamine V2, ou ce que les grammairiens nomment le groupe prépositionnel, parce qu'il est toujours introduit par une préposition. Regardez là, nous avons étudié une pièce de théâtre. Vous avez fait attention à la préposition de, écrite en bleu. Troisième fonction autour du nom, métaphoriquement parlant, la V3, la vitamine V3, c'est la proposition subordonnée relative. Alors, la proposition subordonnée relative, ça nous rappelle la phrase parce que c'est une proposition. Elle est formée autour d'une unité de sens d'un verbe, mais elle est subordonnée. Ça veut dire qu'elle dépend du bloc où elle est mise. Si je la détache du bloc, elle perd son sens. C'est pourquoi elle est subordonnée. Elle dépend d'une entité. D'accord ? Et elle est relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif, tout simplement. Alors, regardez l'exemple. Nous avons étudié une pièce de théâtre qui se nomme en attendant Godot. Regardez, le pronom relatif qui, il y a un verbe conjugué se nomme, mais si je la détache de l'ensemble, si je prends qui se nomme en attendant Godot, je l'écris à part. Ça y est, elle va perdre son sens. C'est pourquoi elle est subordonnée. La dernière fonction autour du nom, c'est la position. Métaphoriquement parlant, la V4. J'ai oublié de l'écrire. Nous savons que la position sert à donner une explication. C'est un mot, un groupe de mots, séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Regardez l'exemple. Nous avons étudié une œuvre, virgule, une pièce théâtrale. Là, j'ai précisé, j'ai indiqué de quelle œuvre je parle. Une œuvre théâtrale ou une œuvre musicale. D'accord ? Bien. Deuxième fonction, essentielle. Alors, il existe trois types de fonctions essentielles autour du verbe. La première, regardez, c'est l'attribut du sujet. Nous savons que l'attribut du sujet, elle est reliée au sujet par un verbe d'état, que les grammairiens nomment les verbes attributifs. Il est essentiel et on ne peut pas le supprimer. Regardez l'exemple. La civilisation grecque est un grand savoir universel. Vous avez vu le verbe d'état, être, d'accord? Donc, un grand savoir universel est l'attribut du sujet qui est une fonction essentielle de la phrase. Deuxième fonction, c'est le complément d'agent. Alors, le complément d'agent, vous allez l'étudier prochainement dans une entité grammaticale nommée la voix passive et la voix active. Sachez, pour l'instant, que le complément d'agent est introduit par la préposition par. Regardez l'exemple. Le stratagème du cheval de Troie est organisé par Ulysse. Troisième fonction essentielle, c'est la fonction complément d'objet. Et là, on a trois. Le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Le complément d'objet direct, on le trouve en posant la question qui, quoi après le verbe. Le complément d'objet indirect, on le trouve en posant la question à qui, à quoi, de qui, de quoi après le verbe, posé après le verbe bien entendu. Et le complément d'objet second, là, on le voit quand le verbe a deux compléments. Le premier peut être un COD ou un COI. Le deuxième, c'est un COI qui est second. Alors, regardez les phrases. Pour le COD, les Grecs ont attaqué la cité de Troie. Ont attaqué quoi? La cité de Troie. Donc, c'est un COD. Pour le COI, nous avons parlé de la guerre de Troie. Nous avons parlé de quoi? De la guerre de Troie. C'est le complément d'objet indirect. Troisième
Phrase. COS. Zeus envoie Hermès à la nymphe Calypso. Normalement, Zeus envoie qui? Hermès. C'est un complément d'objet direct. Zeus envoie Hermès à qui? À la nymphe Calypso. Ça se voit que c'est un COS. Et on arrive à la troisième et à la dernière fonction grammaticale que nous allons détailler sur le champ. Alors, dans la fonction circonstancielle, on distingue le complément circonstanciel de lieu ou de temps qui indique le lieu et le temps où se déroule l'action. C'est ces deux lieux. Regardez la phrase, exemple. La guerre la plus célèbre de l'Antiquité s'est déroulée dans la cité de Troie. Dans la cité de Troie, c'est le CCL, ça se voit. C'est ces deux temps. Regardez l'exemple. La guerre la plus célèbre de l'Antiquité a eu lieu vers 1250 avant Jésus-Christ. Ça se voit que vers 1250 avant Jésus-Christ, c'est le CCT. Alors, par la suite, on distingue aussi, dans la fonction circonstancielle, le complément circonstanciel de manière, de moyen ou d'accompagnement, qui indique comment, par quels moyens et avec qui l'action se réalise. Le complément circonstanciel de manière, regardez l'exemple. Achille s'est vengé d'Hector d'une façon cruelle. Ça se voit que ce que j'ai écrit en rose, c'est le complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de moyen, regardez l'exemple. Hermès est arrivé à la grotte Calypso avec ses sandales ailées. Troisième complément, qui est le complément circonstanciel d'accompagnement. Achille dispute le duel avec Hector. Je continue. Nous allons passer au complément circonstanciel de cause, de conséquence ou de but, qui va renseigner quant à lui sur les liens logiques. Alors, de cause, regardez la phrase. La guerre de Troie s'est déclenchée car le prince troyen Paris a enlevé la princesse Hélène de Sparte. Donc, le cessez de cause est introduit par justement le mot ou la conjonction de coordination car qui signifie et désigne la cause. Je continue. Pour le cessez de conséquence, regardez la phrase. Les Troyens crurent que le cheval de Troie était un don fait par les dieux. Par conséquent, leur cité fut détruite. Quant au complément circonstanciel de be, regardez l'exemple par lequel j'ai concrétisé le complément circonstanciel de be. Les Grecs ont organisé une expédition vers Troie afin de reprendre la princesse Hélène de Sparte. Et on arrive au dernier complément qui rentre dans le cadre de la fonction circonstancielle, c'est le complément circonstanciel de comparaison. Regardez l'exemple par lequel je l'ai concrétisé. Mais avant de vous dévoiler l'exemple, sachez que le complément de comparaison, il va rapprocher deux réalités pour illustrer leur ressemblance. Alors regardez l'exemple. Achille mène le combat comme un aigle.
Et nous allons passer à la phase d'application à travers deux exercices qu'on va faire ensemble pour pouvoir s'entraîner et comprendre mieux tout ce qui a été dit et expliqué auparavant. Alors regardez le premier exercice. Indique la nature des mots en gras. Est-ce un nom, un pronom, un verbe, un déterminant ou un adjectif? Première phrase. Pour le goûter, des chocolats leur sont offerts. Alors goûter, regardez juste le mot qui est avant lui. Le, c'est un déterminant. Donc goûter, ça se voit que c'est un nom. Des chocolats leur sont offerts. Leur, ça nous rappelle le déterminant possessif. Mais nous savons qu'un déterminant se retrouve à côté d'un nom, alors que le mot qui est juste après lui, c'est un verbe, sont. Donc ce n'est plus un déterminant, c'est un pronom. Deuxième phrase. La rivière alimente l'usine en eau. Donc la rivière, c'est le sujet. Donc il y a le verbe alimenter. Donc ça se voit que alimente, c'est le verbe de la phrase. Troisième phrase. Je vais à la piscine. Donc là, nous cherchons la classe grammaticale de là. Mais regardons juste le mot qui est juste après lui. Piscine. Piscine, c'est un nom. Donc là, c'est un déterminant. Plus précisément, un déterminant article défini. Quatrième phrase. Molière était un écrivain français. Donc là, ça se voit que Molière, c'est le sujet et c'est un nom propre. D'ailleurs, c'est le grand dramaturge français et qui est le pionnier du théâtre français. Bien. Cinquième phrase. Il prend ses rollers et les donne à sa sœur. C'est, nous cherchons la classe grammaticale de c'est, nous n'avons qu'à faire attention au mot qui est juste après lui, donc c'est rollers. Donc c'est un nom, ça se voit que c'est un déterminant, plus précisément un déterminant possessif. Et les donne à sa sœur. Les, ça nous rappelle l'article, le déterminant article défini, mais nous savons que le déterminant doit se retrouver à côté d'un nom, mais là il y a un verbe donne, donc ce n'est plus un déterminant, c'est un nom. Ce n'est plus un déterminant, c'est un pronom, pardon. Deuxième exercice. Nous allons chercher la fonction grammaticale du nom commun forêt. Cet exercice va nous concrétiser davantage et d'une façon très claire la notion de fonction grammaticale. Nous avons pratiquement le même nom commun, forêt, qui a changé de place dans les 4 phrases. C'est normal qu'il va changer de fonction et c'est ce que nous allons voir ensemble. Première phrase. Cette forêt est vraiment magnifique. Je n'ai qu'à poser la question, qui est ce qui est magnifique? C'est cette forêt, donc c'est le sujet de la phrase, il est sujet. Deuxième phrase. Nous aimons bien nous promener en forêt. Nous n'avons qu'à poser la question, nous aimons bien nous promener où? En forêt. Donc c'est le complément circonstanciel de lieu de la phrase. Troisième phrase. Cet homme parle de la forêt avec passion. Je n'ai qu'à poser la question, cet homme parle de quoi? De la forêt. Donc ça se voit que c'est un complément d'objet indirect. Parce que nous avons posé la question de quoi après le verbe. Bien. Dernière phrase. Les arbres de cette forêt ont été abattus. Nous n'avons qu'à poser la question, les arbres de quoi? Mais si vous avez fait attention, j'ai posé de quoi après le nom. Les arbres de quoi? Donc je cherche un complément du nom. Et ce n'est pas un complément du verbe. On fait attention quand même. Hein? OK? Donc c'est un complément du nom. Donc je vous souhaite bon courage. Merci.